C'est-à-dire le gouvernement belge, au moment où il reprend Fortis, ne reprend que la partie bancaire belge. Et la partie bancaire néerlandaise est reprise par le gouvernement néerlandais, moyennant une transaction financière entre les deux. Ce qui se passe, c'est qu'en reprenant la partie bancaire des deux institutions, les deux gouvernements ne prennent pas la holding. Ça veut dire la holding Fortis qui était au-dessus de la banque belge, de la banque néerlandaise et de l'équivalent de l'assureur Fortis, donc qui est devenu agréable. La holding, ses actionnaires avaient toujours des droits sur les éléments en dessous, mais quand le gouvernement intervient, il intervient sur les entités, entre guillemets, sur les filiales de Fortis, mais pas sur la maison. Moyennant des transactions, moyennant des éléments juridiques qui n'étaient pas très sûrs, c'est-à-dire que le gouvernement intervient, mais est-ce qu'il avait la légitimité légale pour le faire ou pas? Ça a été très compliqué. C'est pour ça que dès que le gouvernement a apporté des garanties sur Fortis, les actionnaires se sont plaints de l'interventionnisme du gouvernement en disant on n'a pas respecté nos droits et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a eu une assemblée générale quelques mois après le sauvetage de Fortis très houleuse, où effectivement les anciens dirigeants de Fortis devaient justifier pourquoi l'État belge a dû intervenir, pourquoi ils l'ont laissé faire. Et certains ont porté plainte devant la justice pour dire que l'État belge avait floué leurs droits et ils ont perdu. Donc l'État belge, il a été reconnu que c'était dans l'intérêt général que l'État belge intervienne comme ça. Mais le fait qu'on puisse reprendre seulement l'entité belge sans faire attention à la holding et qu'il y ait toute une insécurité juridique, aujourd'hui ça ne doit plus arriver. Et comment on s'assure que ça n'arrive plus? On a créé le mécanisme de résolution unique. Et le mécanisme de résolution unique, il est ici, donc c'est le Single Resolution Mechanism, donc c'est le mécanisme de résolution unique, pour être sûr que quand une institution fait faillite, il y a un mécanisme unique qui permet de traiter la faillite d'une institution bancaire, avec tout un ensemble de règles, de décisions sur ce point. Dans l'Union bancaire européenne, qui est une réglementation qui a été mise en place à partir entre 2010 et 2012, il y a 3 piliers. Il y a le mécanisme de supervision unique, Single Supervisory Mechanism. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le mécanisme de résolution. Et le troisième pilier, c'est l'assurance des dépôts. Aujourd'hui, le pilier 1, il est fait. Le pilier 2, il est en cours, presque terminé. Et le pilier 3, il est toujours en discussion. Quelles sont les institutions qui sont responsables des différents piliers? Le mécanisme de résolution unique, c'est-à-dire c'est la supervision des banques, qui est responsable de la supervision des banques dans la zone euro. La Banque Centrale Européenne, et par délégation, les banques centrales nationales, pour des banques qui sont soit petites, soit, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a autorité sur toute la supervision à l'intérieur de la zone euro. Mais les petites banques, elles ne les supervisent pas. Et donc ça veut dire qu'une petite banque belge est supervisée par le régulateur belge. Ça va? Une grande banque qui a des activités dans toute l'Europe, on prend par exemple BNP Paribas Fortis, est supervisée directement par la BCE, et la BCE ne va pas se déplacer dans tous les pays de BNP Paribas Fortis. Et donc, parfois la Banque nationale intervient dans BNP Paribas Fortis pour la BCE. Donc parfois ils interviennent pour la Banque nationale, si c'est une petite banque belge, et parfois ils interviennent pour la BCE, ça veut dire qu'ils ont un chef à la BCE qui leur dit exactement ce qu'ils doivent dire, et ils n'ont pas le droit de s'écarter de ces différences. Ça, c'est le mécanisme de supervision unique. Ensuite, on a le mécanisme de résolution unique, donc le Single Resolution Mechanism, avec deux entités, le board, Single Resolution Board, et le fonds, Single Resolution Fund. Le Single Resolution Board décide de la manière avec laquelle on va résoudre un problème bancaire, et le fonds, c'est si jamais il faut financer le mécanisme de résolution, eh bien, il y a un fonds qui est là, qui est prêt à intervenir, et donc il y a un mécanisme qui va être mis en œuvre pour arrêter le fonds. Et le troisième élément, c'est l'assurance des dépôts, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on a une garantie des dépôts au sein de l'Union européenne. Là, je fais bien la différence entre l'Union européenne et la zone euro. Donc, dans l'Union européenne, on a une réglementation commune qui dit que tous les dépôts doivent être garantis jusqu'à un montant de 100 000 euros. Ça veut dire que si vous avez un dépôt sur votre compte courant ou votre compte épargne de court terme jusqu'à un montant de 100 000 euros, c'est garanti. Mais l'institution, la réglementation européenne dit c'est garanti, mais elle ne dit pas comment. Et donc dans le mécanisme actuel, c'est chaque État organise l'assurance des dépôts dans son propre pays. À votre avis, comment on fait ça? Je l'avais déjà évoqué dans le premier cours. On crée un fonds, on demande à toutes les banques de contribuer au fonds, et c'est comme ça qu'on a un fonds qui garantit l'ensemble des dépôts dans chacun des pays. Qu'est-ce qu'on veut faire sur le plan de la zone euro? On veut créer un système similaire pour la totalité de la zone euro. Ça veut dire que dans ce fonds-là, on va avoir des banques de toute la zone euro qui vont contribuer, donc ici, et dans le fonds d'assurance des dépôts. Et la totalité des banques vont contribuer, ça veut dire que la totalité des banques va assurer les autres membres de la zone euro. Pourquoi ça coince? Parce que certains pays n'ont pas envie d'assurer les dépôts des autres pays. Pourquoi on le fait? Pourquoi on veut avoir un seul mécanisme pour toute l'Union européenne et pour toute la zone euro? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une assurance des dépôts qui est européenne? Donc imaginez l'Italie, puisqu'on en parle en ce moment, imaginez que le système bancaire italien soit en difficulté. Qu'est-ce qui se passe si on doit mettre en œuvre la garantie des dépôts? Dans le système actuel, qui va payer pour la garantie des dépôts? On imagine une banque italienne, donc je prends au hasard Unicredit. On dit qu'Unicredit est en faillite. Il faut assurer les dépôts de tous les clients d'Unicredit. Qui va payer aujourd'hui? Les autres banques italiennes. Ça veut dire que quand on a une banque italienne qui fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres banques italiennes doivent mettre au portefeuille pour la banque italienne qui a fait faillite. Ça veut dire que quand on a un système bancaire qui est fragile, toutes les autres banques qui sont à côté, qui étaient un peu fragiles, qui étaient potentiellement connectées, doivent remettre au portefeuille, se retrouvent d'un coup tout de suite plus fragiles. Si toutes les banques d'un pays se retrouvent fragiles, qui doit mettre sa garantie? L'État. Et ça veut dire que d'un coup, on est passé d'un problème bancaire à un problème sur la totalité de l'État. Notre objectif avec le mécanisme d'union bancaire, c'est de dire les citoyens ne doivent pas payer pour les problèmes des banques, ce sont les banques qui doivent payer entre elles. Et pour éviter la contagion, c'est-à-dire qu'une banque italienne qui est en défaut fait tomber toutes les banques italiennes, eh bien on partage toute l'Europe en imaginant qu'il y a dans l'Europe des endroits où ça va mieux. Et donc ça veut dire que des banques qui sont saines dans d'autres pays vont contribuer à la faillite d'une banque italienne en difficulté, et pas seulement les banques italiennes. Évidemment, les pays dans lesquels vous êtes sûr, enfin vous pensez que vous n'aurez jamais besoin d'assurance des dépôts, vous n'avez pas envie de risquer de contribuer aux banques italiennes. Et l'objectif de l'union bancaire, c'est d'empêcher que chaque pays puisse définir une réglementation bancaire particulière, décider de sauver ses banques tout seul, et donc de se mettre en difficulté, et qu'ensuite l'Union européenne, les autres États doivent venir à la rescousse de l'État en difficulté. Car comme on a décidé d'avoir une union commune, l'union monétaire, la zone euro, si on a un État en difficulté, les autres doivent l'aider. C'est ce qui s'est passé pour la Grèce. Pour éviter ce problème-là, on a décidé qu'on empêchait les banques de travailler toutes seules, on les supervise avant, ensemble, on fait des règles communes, on fait un mécanisme de résolution commun, on fait une assurance de dépôt. Ça va? Donc ça c'est une petite parenthèse par rapport à ce que j'avais déjà évoqué au premier cours, et par rapport au mécanisme de résolution, et parce que j'étais revenu sur le cas de Fortis.
Donc ce qu'on a vu ensemble dans ce chapitre, et je vais revenir maintenant au cours, on a vu que nos banques, enfin que le système financier était organisé en fonction de deux critères. Le critère des coûts de transaction ou le critère de l'asymétrie d'information. Ce sont les deux critères globaux qui permettent de déterminer si je passe par une intermédiation financière directe. Qu'est-ce que c'est que l'intermédiation financière directe? Le marché. À travers les marchés financiers. Oui, à travers les marchés financiers, ou l'intermédiation financière indirecte, à travers les institutions financières, les banques, notamment. Deux critères, à chaque fois il faut avoir en tête coût de transaction et asymétrie d'information. Ensuite, on voit les différents arguments économiques qui justifient l'existence des intermédiaires financiers. Alors évidemment, on a déjà vu le fait que les intermédiaires financiers, notamment les banques, se spécialisent dans la production d'informations. Dans la production d'informations, pour résoudre les problèmes d'asymétrie, donc à la fois de la production d'informations avant de sélectionner le potentiel emprunteur, et de la production d'informations pour réduire le risque moral ou pour améliorer la surveillance de l'emprunteur une fois qu'il emprunte. Ça, c'est l'objectif de création d'informations pour réduire l'asymétrie d'information. Et donc la banque, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut se spécialiser et faire des gains sur ce type d'information parce que elle ne fait que ça et qu'elle bénéficie d'économies d'échelle. Elle se spécialise dans l'accumulation d'informations et en se spécialisant dans l'accumulation d'informations, elle peut réutiliser cette information plusieurs fois. Si vous faites un seul prêt, pour vous c'est très compliqué de mettre en œuvre tout un tas d'outils statistiques pour savoir si vous allez prêter à la personne. Et pour vous c'est très coûteux d'aller superviser la personne à qui vous avez prêté après. Comme pour vous, ces deux éléments sont très compliqués, il est possible que, s'il n'y avait pas d'intermédiaire financier, vous refusiez de prêter. Et là où un individu ne ferait pas de profit, une institution financière qui se spécialise et qui est capable de diviser ses coûts fixes sur un nombre important de prêts octroyés, va être capable de gagner de l'argent et donc va être capable d'être profitable là où un individu ne le serait pas. Donc la banque va se spécialiser et on va dire qu'elle agit comme donc, un gestionnaire en délégation pour l'information pour les prêts. On a vu, et c'est sur ce point-là qu'on s'était arrêté, on s'était arrêté sur la notion de production de liquidité. L'autre objectif des institutions financières, c'est de fournir de la liquidité aux différents prêteurs. On avait vu que l'un des problèmes qui se produit ici, c'est le fait que quand on octroie un prêt, si on n'a pas de liquidité, on est coincé pendant une période fixe. Donc si, imaginons, on fait un prêt hypothécaire à quelqu'un, directement, sans intermédiaire financier, on ne revoit pas la somme avant 20 ans. L'intermédiaire financier, la banque nous propose un service qui est la fourniture de liquidité. Ça veut dire que tous les jours, on peut aller récupérer nos dépôts à un distributeur automatique sans que la banque revende les prêts qu'elle a octroyés. Et ça, c'est possible uniquement parce que on utilise le raisonnement mathématique de la loi des grands nombres. C'est possible parce que tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps. Parce que tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps, alors la banque peut mettre un petit peu de liquidité de côté pour faire face à des retraits éventuels. Donc pour le reportage d'hier de Fortis, ce qu'il disait, c'est qu'au moment de la crise, Fortis n'avait que 1% de liquidité disponible. Ça veut dire que si 1% des clients de Fortis revenaient, il y avait plus, enfin, si on avait plus de 1% des clients qui revenaient, on n'était pas capable de les servir. Et Fortis étant à la limite de la faillite, aucune banque voulait donner de la liquidité à Fortis. Et donc c'est pour ça que Fortis était en grande difficulté, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables d'obtenir de la liquidité sur les marchés financiers. Alors un problème de liquidité, comment ça se traduit en pratique? C'est un mécanisme particulier. Comment on appelle les problèmes de liquidité? Comment ils se manifestent?
Donc elle va vouloir revendre ses actifs, mais en pratique, comment ça se manifeste? C'est-à-dire si on pense que la banque va avoir des difficultés de liquidité, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. On va retirer notre cash. Comment ça s'appelle le fait que les clients vont retirer leur cash? La course au dépôt ou le bank run. Donc le bank run ou la course au dépôt. Ça, c'est quand il y a un problème de liquidité, il y a un bank run. Ça veut dire quand on pense que la banque n'aura pas suffisamment de liquidité pour couvrir tout le monde. Donc si on vous annonce que Fortis n'a que 1% de liquidité et que vous n'êtes pas sûr que Fortis pourra avoir des liquidités auprès d'autres institutions financières, qu'est-ce que vous faites? Vous couvrez pour être le premier. Comment on fait pour vous empêcher de courir? On bloque les retraits, c'est ce qui s'est passé en Grèce au moment où, au cœur de la crise grecque, on contrôle les capitaux, donc on empêche par exemple les Grecs d'aller au distributeur, même s'ils veulent aller au distributeur, c'est impossible. Ou on limite, ils ne peuvent retirer que 500 € maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour empêcher les gens de retirer? On peut garantir les dépôts. Donc l'assurance des dépôts est un moyen pour dire, pour limiter le fait que les différents agents vont venir retirer leurs fonds. Une fois qu'on a dit qu'on mettait une garantie des dépôts ou qu'on empêchait les retraits, bon, il est possible que ce ne soit pas suffisant, c'est ce qui s'est passé pour Royal Bank of Scotland, on a quand même des gens qui viennent faire la file, ou ce qui s'est passé pour Fortis. Si on a un problème de liquidité pour une institution, comme on appelle ça, c'est une crise de liquidité. Si on a une crise de liquidité, comme vous l'avez évoqué, tout le monde veut retirer ses dépôts. Que doit faire la banque? La banque doit vendre ses actifs. Si elle vend ses actifs, elle les vend potentiellement à perte. Si elle vend ses actifs, elle les vend potentiellement à perte. C'est ce qu'on appelle les fire sales. C'est la vente à perte. Si la banque revend ses actifs et qu'elle se retrouve avec moins d'actifs que ses dettes, ses engagements, on a un problème d'insolvabilité. Donc la crise de liquidité peut conduire à une crise d'insolvabilité. La crise d'insolvabilité, c'est quand la totalité des actifs ne permettent pas de faire face à la totalité des passifs de la banque. Dans ce cas-là, la banque fait faillite. Et si une banque fait faillite, et que c'est une banque importante, on risque d'avoir une crise systémique. Donc, crise de liquidité, crise de solvabilité, et si la banque est importante, crise systémique. Et c'est pour ça qu'il y a des institutions qu'on appelle aujourd'hui des institutions systémiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut surveiller particulièrement les institutions qui, si elles font faillite, poseront problème. Et donc, on les appelle les banques systémiques, les institutions financières systémiques. Et ces banques-là sont plus surveillées que les autres. On verra plus tard comment elles sont. Donc, ce qu'il faut avoir en tête comme mécanisme, c'est on commence par un problème des craintes sur la liquidité, avec un bank run. On a une crise de liquidité. Suite à la crise de liquidité, on peut avoir un problème de solvabilité. Si on a un problème de solvabilité, alors on peut avoir une crise systémique. L'objectif est de couper tous ces liens. À chaque fois, on a un lien, et donc à chaque fois, l'objectif, c'est d'intervenir avant qu'on passe au lien suivant. Quelle est la première institution qui peut intervenir si on a un problème de liquidité? C'est la Banque centrale qui peut fournir des liquidités. Qui est la deuxième institution qui peut intervenir en cas de problème de solvabilité? L'État. Qui est la... Ça, c'est avant la crise. On va voir après ce qui se passe aujourd'hui. Et s'il y a un problème systémique, là, de toute façon, tout le monde est en Donc, ce qu'on a vu, c'est si on a une banque qui a un problème de solvabilité, on vient de dire c'est l'État qui intervient. Si la banque est trop grosse, l'État est incapable de faire face et l'État tombe. C'est le cas de l'Irlande, par exemple, de l'Islande aussi, qui s'est retrouvé avec un système bancaire qui est plus gros que la taille de l'économie, et donc qui, le jour où l'Islande et l'Irlande ont dit je sauve mon système bancaire, eh bien l'État fait banqueroute.
puisque personne ne considère que l'État est capable de le faire. L'Irlande a eu un programme d'aide européen. Donc l'Irlande a bénéficié d'un programme d'aide de l'ensemble des États de l'Union européenne qui ont dit on va donner de l'argent à l'Irlande, puisque plus personne ne voulait prêter à l'Irlande. Pour l'Islande, l'Islande a dit tant pis, je fais bon. L'Islande a dit je ne rembourse pas, tant pis. Et l'Islande a dit, puisque évidemment dans ces situations-là, le FMI vient proposer son aide et l'Islande a dit je ne veux pas d'aide du FMI, je fais pas. Ça veut dire du jour au lendemain, tout le système s'effondre en Islande. Si on prend les étapes de la crise de 2008, l'Islande a dit tant pis, l'État n'honorera pas ses engagements et tant pis, le système financier est dans l'état dans lequel il est et tant pis pour l'État. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, si l'économie tombe, c'est la monnaie islandaise qui tombe, puisque personne ne veut acheter de la monnaie islandaise. Donc en fait, ce qui s'est passé en Islande, c'est qu'il y a eu une vague d'émigration très forte. Parce que du jour au lendemain, ça veut dire que dès que vous voulez acheter un produit étranger, vous ne l'avez plus. Dès que vous voulez, si vous aviez un prêt hypothécaire, le prêt hypothécaire ne vaut plus, donc normalement vous n'avez plus d'habitation. Mais en même temps, comme l'État n'est plus là, l'Islande se retrouve du jour au lendemain, en fait, quasiment isolée du reste du monde, sans capacité financière vis-à-vis de l'étranger. Sauf que l'Islande est un pays assez particulier qui est très riche en ressources naturelles. Et donc comme les gens ont eu besoin petit à petit de revenir sur de continuer à acheter des ressources naturelles en Islande, c'est ce qui a permis à l'Islande de se redresser. L'Islande a reconstruit un nouveau système bancaire avec la totalité des immigrants qui ont envoyé des fonds aussi en Islande pour aider la population locale. Ce qui s'est passé, c'est que les Islandais sur le plan local obtenaient des devises pour les ressources naturelles et par les immigrants qui donc envoyaient de l'argent à la maison. Et donc petit à petit, l'Islande a réussi à se remettre en selle et l'Islande peut aujourd'hui emprunter sur les marchés financiers. Mais c'est une situation très atypique. Oui. Donc le FMI intervient quand un État est en difficulté et menace le système financier international. L'objectif du FMI, c'est j'interviens si un État est en difficulté, qui ne peut pas faire face à ses obligations de paiement et qui menace le système financier international. Donc l'objectif du Fonds monétaire international, c'est de mettre des fonds dans un pays qui sera en difficulté et qui ne peut pas faire face à ses engagements. Il est libre au pays de refuser puisque le FMI offre son aide avec des conditions et ça s'appelle les conditions d'ajustement structurel. Donc, si le pays ne met pas en œuvre les conditions d'ajustement structurel, le pays ne reçoit pas l'aide du FMI. Et donc il y a des pays qui décident de se passer de l'aide du FMI. Est-ce que vous avez un exemple d'aujourd'hui, d'actualité? Quel est le pays qui... Donc il y a un pays, aujourd'hui dans le monde, le FMI dit « je veux t'aider », les voisins de ce pays disent « acceptez l'aide du FMI » et le pays dit non. Le Venezuela. Donc le Venezuela est dans cette situation, il n'y a plus rien qui fonctionne au Venezuela. Enfin, en termes de système financier, en termes de... l'inflation est tellement exceptionnelle qu'on a même... Au Venezuela, on a fait une conversion monétaire, on a enlevé 6 zéros à chaque billet. Ça veut dire qu'on a changé les billets, on a enlevé les 6 derniers zéros, et même avec ça, l'inflation est très importante, et les gens n'ont plus les moyens de faire face à l'ensemble des besoins quotidiens. Et donc le FMI propose son aide. Que dit le FMI? Le FMI dit je vais éponger les dettes du pays, en partie, c'est-à-dire je fais un prêt massif, j'éponge les dettes du pays, je donne même de l'argent au gouvernement pour qu'il puisse mettre en œuvre certaines politiques sociales ou autres à l'intérieur du pays, mais pour ça, le FMI met des conditions d'ajustement structurel et les conditions d'ajustement structurel ne plaisent en général pas à certains États. Le FMI est intervenu par exemple en partie en Grèce. Donc le FMI est intervenu un petit peu en Grèce, ça veut dire que la Grèce a dû respecter des conditions d'ajustement structurel. Donc le style, c'est privatisation, libéralisation du marché,
tout ce type de mesures. L'objectif du FMI, je m'éloigne un peu du coup, mais l'objectif du FMI, c'est de dire si l'État est en difficulté, il faut que, enfin, s'il y a une zone géographique qui est en difficulté, il faut mettre en place des moyens pour qu'au-delà de l'aide du Fonds monétaire international, des acteurs privés viennent amener des capitaux dans le pays. Et donc l'exemple de la privatisation, c'est de dire, vous avez des ressources qui sont inutilisées ou mal utilisées par le gouvernement, et donc il faut privatiser, comme ça vous allez avoir un acteur privé qui va intervenir, qui va lui amener des fonds, qui sont des fonds qui sont complémentaires à ceux du FMI qui arrivent dans le pays, et potentiellement les éléments seront mieux gérés, mais ça c'est la doctrine du FMI, je ne présume pas sur la capacité du secteur privé à mieux gérer le secteur public. Simplement le FMI dit il faut que mon aide soit démultipliée, c'est-à-dire moi j'apporte une partie des fonds, il faut que les efforts viennent d'autres acteurs pour ramener la confiance dans l'économie, et donc il faut rendre. Les exemples en Grèce, c'est la vente du port du Pirée, la privatisation de la téléphonie, des choses comme ça. En Europe, qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, j'ai dit le FMI est en partie intervenu. Qu'est-ce qu'on a fait en Europe? Comme je suis dans l'histoire de ce type de mécanisme. Donc, la Grèce, l'Irlande, et ainsi de suite. Enfin, les 5 pays, comment on les appelle, les PIGS? Mais d'ailleurs, Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne. Ces pays-là ont obtenu l'aide d'un outil qui a eu plusieurs noms, mais je vais donner son dernier nom, qui s'appelle l'ESM, qui est European Stability Mechanism. Où est-ce qu'il est situé? Si vous ne connaissez pas, je vais savoir bien. Il est au Luxembourg. Ce mécanisme européen de stabilité financière, c'est un FMI, c'est un espèce de FMI à l'européenne. Ça veut dire que tous les pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, et ainsi de suite, donnent des fonds, contribuent au mécanisme européen de stabilité financière. Et ce mécanisme européen de stabilité financière, il a, si je remonte ici, il a un capital qui a été apporté par ces pays-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une dette auprès des marchés financiers, avec des obligations, et ensuite des actifs. Il va investir dans de la dette, des obligations irlandaises, des obligations grecques, et ainsi de suite. Ça, c'est le mécanisme européen de stabilité financière. Une taille à peu près de 700 milliards. Avec des contributions au départ qui sont quand même, sur le total, ça doit être à peu près une centaine de milliards de capitaux. À peu près, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près une centaine de milliards de capitaux. Donc l'ensemble de ces instituts, de ces pays, ont dû remettre un montant fixe payé. Donc par exemple, j'ai en tête moi que l'Allemagne c'était quelque chose comme 30 milliards. Et donc l'Allemagne a mis 30 milliards ou 40 milliards directement dans le fonds. Et ça veut dire qu'il fallait les lever, c'est-à-dire qu'a fait l'Allemagne? Elle a émis des obligations, ça veut dire qu'elle a augmenté son endettement, elle a pris les 40 milliards et elle a dû les mettre directement dans le fonds. Et c'est obligatoire d'avoir une contribution directe dans le fonds pour que le fonds dispose de capital, donc les 100 milliards sont effectivement arrivés sur le compte du fonds.
Et ce fonds est ensuite allé voir les marchés financiers et a émis des obligations. Ce fonds émet des obligations. Donc sur les marchés, vous pouvez acheter des obligations du mécanisme européen de stabilité financière. Et le mécanisme européen de stabilité financière prête aux différents États en difficulté. Si un État est en difficulté, pour un problème de quoi? De solvabilité, il peut faire appel au mécanisme européen de stabilité financière. Le mécanisme européen de stabilité financière intervient dans ce qu'on appelle ici, je vais mettre là, la Troïka. Et la Troïka, c'est qui? C'est le FMI, l'ISM et la BCE, mais parfois en fait on dit la Troïka, mais il y a aussi la Commission européenne. Donc en fait, c'est plutôt 4. Et évidemment, si le fonds prête, et s'il y a le FMI qui intervient, on ne prête que sous condition. Donc, la Grèce, quand elle reçoit l'aide du fonds de stabilité, du mécanisme européen de stabilité financière, elle doit mettre en place des mesures pour s'ajuster en fonction des recommandations des experts des différentes institutions. Et il y a un plan d'évaluation régulier, et la Grèce a fait face à tous ces plans d'évaluation. Oui. D'ailleurs, pendant la crise grecque, il y avait des grosses divergences, je pense, entre le FMI et le FMI. Le problème du FMI, c'est que le FMI a dit la Grèce est dans la zone euro. Moi, j'aide le système financier international. Si l'euro tombe pas, j'aide pas. Donc, un pays de la zone euro qui fait faillite, c'est le problème de la zone euro et pas le problème du FMI. Le FMI a dit, moi j'ai des pays en difficulté, des pays pauvres qui sont... Enfin, et puis j'ai un capital qui est limité. J'ai pas les moyens de sauver la Grèce. Ce que répond le FMI, c'est que j'ai pas les moyens de sauver la Grèce. Et le deuxième élément, parce que c'est trop cher pour moi, et le deuxième élément, c'est à l'intérieur de la zone euro. Si l'euro plonge, j'ai une justification légale pour intervenir. Si l'euro ne plonge pas, il n'y a pas de menace sur la stabilité financière internationale, donc c'est pas mon problème. Parce que le FMI n'a pas les moyens de sauver la Grèce, mais on peut sauver un autre pays du monde. Mais parce que c'est pas le. Enfin, pour les petits pays, c'est pas vraiment. Enfin, le FMI a les moyens. Pour le Venezuela, ça coûte pas très cher. Pour la Grèce, ce sont des montants qui sont bien plus importants. Mais il y a un des pays de l'Union européenne qui voulait absolument que le FMI intervienne. Quel était le pays qui voulait que le FMI intervienne? L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne voulait que le FMI intervienne? Parce que l'Allemagne ne voulait pas être responsable des conditions qui étaient imposées à la Grèce. Avec toutes les traditions politiques, l'Allemagne ne voulait pas qu'on dise c'est l'Allemagne qui impose ses conditions. L'Allemagne disait ce sont des institutions internationales qui demandent à la Grèce de faire des ajustements, c'est pas l'Allemagne qui dit Grec, vous faites ça. Donc le mécanisme est un peu toujours le même. Quand on doit sauver une institution, on crée un fonds, le fonds offre soit des garanties, soit il reprend des obligations. Et ce qui se passe, c'est que ce fonds est en fait implicitement aussi garanti par la totalité des États de la zone. Pourquoi le fonds est intéressant? Parce que les États ont mis que 100 milliards, le fonds peut intervenir pour 700, sans que l'endettement de l'ensemble des États de la zone ait subi les 700 d'endettement. Alors après, il y a eu un grand débat, il y a eu plusieurs débats, mais le premier débat, c'est quelle est la dette financière qu'on met au fonds. Ce sont des dettes financières qui sont aussi prises par les autres pays. Non. Les dettes financières qui étaient prises par les... qu'est-ce que vous voulez dire par ces dettes par les trois pays? La partie dette ou l'autre Oui. dette à d'autres. Celle-ci, Ouais. ça, ce sont des investisseurs financiers. Vous et moi, on peut acheter des titres. Des banques. Et la question, c'est la note financière qui va avoir là-dessus. Est-ce que c'est un triple A comme l'Allemagne? Est-ce que c'est garanti implicitement? Est-ce que c'est un... Donc pour l'instant, c'est un double A. Parce que les agences de notation ont dit que c'était quand même très solide, mais il y a quand même un petit risque que les États européens, si vraiment le fonds se retrouve en difficulté. Ça va?
Donc ce mécanisme permet de racheter des obligations des différents pays, ou offre des garanties, et en échange, évidemment, à chaque fois, il touche des intérêts. Alors ce qui s'est passé cette année, c'est que, comme certains pays sont arrivés au bout de leur remboursement, ben, il y avait plein d'intérêts, et les États ont préféré, donc par exemple l'Allemagne ou la France, pour ne pas dire je me suis enrichi sur la Grèce, ils ont rendu les intérêts. Plutôt que de toucher des intérêts, ils les ont rendus. Parce que le gros avantage pour l'Allemagne, c'est qu'elle emprunte à 1%, enfin à 0 maintenant. Si elle prête à la Grèce à 3, elle gagne 3% d'intérêt. Et c'est pas l'objectif. Ok ? Donc le système du sauvetage des banques passe de la même manière. On demande à toutes les banques de créer un fonds. Et ce fonds, s'il y a une difficulté, va intervenir dans les banques. Et ce fonds peut potentiellement lever des capitaux sur les marchés. Ça va ? Bon, un autre débat qui a beaucoup agité les marchés, c'est de savoir, bon ça, c'est une institution particulière qui dépend du mécanisme européen de stabilité financière. Là, le débat était, est-ce que c'est une banque ? Si on lui donne une licence bancaire, que peut faire ce fonds ? Il peut aller à la BCE. Si on lui donne une licence bancaire, il peut aller à la BCE, pour prendre de liquidité à la BCE. Et la BCE peut potentiellement acheter des obligations de ce fonds. Et ça, on a dit interdit. Donc on a dit, c'est pas une banque. Et le problème qu'il y a, c'est que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de refinancer des États, c'est interdit. Et donc refinancer le fonds qui finance des États, c'était un peu limite juridiquement, et donc les gens ont dit, notamment il y a des pays qui étaient absolument contre, et donc c'était non. Parce que le gros avantage, c'est que si c'est une banque, alors la BCE peut intervenir directement dans le mécanisme. Mais on veut qu'il y ait une séparation. La BCE reste pour les problèmes de liquidité et pas pour les problèmes de solvabilité. Donc je me suis un petit peu éloigné, même si l'objectif était de dire donc on a une crise de liquidité. Si on a une crise de liquidité, on peut avoir une crise de solvabilité. Si on a une crise de solvabilité, on a potentiellement un risque systémique. Et la raison pour laquelle j'ai fait tout le petit détour, c'était pour dire l'objectif est de couper l'ensemble des biens. Comment on coupe l'ensemble des biens? Si on a un problème de liquidité, la Banque Centrale Européenne doit intervenir vite. Si on a un problème de solvabilité, on fait intervenir, donc on avait dit l'État. Aujourd'hui, c'est plus l'État qui doit intervenir, c'est le mécanisme de résolution. Donc si on a une banque en difficulté, le mécanisme de supervision dit la banque est en difficulté. L'étape 1, c'est lui, il prend, donc il fait une petite lettre en disant il y a une banque en difficulté, attention, et il envoie la petite lettre au mécanisme de résolution en disant tu dois intervenir. Et là, le mécanisme de résolution intervient. Et le mécanisme de résolution a plusieurs règles, et puis il choisit s'il sauve la banque, s'il ne sauve pas la banque, en fonction de différentes choses. Mais ce mécanisme de résolution, ce n'est pas l'État, et donc ça veut dire qu'on coupe le lien entre une banque qui est en difficulté, un État est en difficulté. Si une banque est en difficulté, c'est une institution européenne qui décide si on sauve la banque ou si on sauve pas la banque, en fonction des intérêts pour le public européen. Ça va? On fait une deuxième petite parenthèse là-dessus ou pas? Je pense. Si ça vous intéresse, je vous explique comment il marche, sinon je reviens plus tard. Dites-moi. Je fais juste. Pas longtemps.
le processus, c'est celui-là. C'est peut-être un peu petit. Donc, il y a une banque qui est identifiée par le mécanisme de résolution comme étant en train de faire faillite, ou il est probable que cette banque fasse faillite. Du mécanisme de surveillance. Donc, c'est donc une fois que le mécanisme de surveillance s'identifie, ça arrive au mécanisme de résolution. Le mécanisme de résolution doit trouver une solution. Donc il est à la recherche d'une solution. Les membres ici doivent décider est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Europe de sauver, dans l'intérêt public général, de sauver cette banque, enfin de mettre en place un mécanisme de résolution ou pas. Ça veut dire en gros, est-ce que c'est une banque importante ou est-ce que c'est pas une banque importante? Si c'est pas une banque importante, on la laisse tomber ou c'est la banque tombe. Elle n'a pas d'impact, elle tombe. Si on considère donc qu'elle n'a pas d'impact, donc la résolution n'est pas dans l'intérêt du public, la banque disparaît. Si, donc on dit oui, c'est dans l'intérêt du public de mettre en place la résolution, alors le mécanisme de résolution dit je propose un plan. Et on passe à la partie gauche, une fois qu'on propose un plan. Pardon, la partie droite. Une fois qu'on propose un plan, on arrive ici. Le plan arrive en haut et il y a 24 heures pour obtenir le feu vert qui est le petit point vert qu'on a en haut. Alors on va faire donc le premier élément, c'est donc la Commission européenne arrive là. Premier élément, la Commission européenne, en accord avec les autorités nationales dans lesquelles le pays est, disent oui, et donc on met en place le mécanisme de résolution. Donc c'est la Commission européenne qui est responsable, mais elle doit consulter les autorités nationales. Oui. La Commission européenne, c'est le collège des commissaires? C'est... oui. Mais en fait, il peut être restreint dans le cadre de décision, puisqu'ils ont 24 heures, donc c'est pas... c'est pas tous. S'il y a des objections, donc normalement là il y a une grosse case, s'il y a des objections, on prend en compte les objections, on propose un mécanisme, si les gens sont finalement d'accord, on met en place. Si on considère que ce n'est pas de l'intérêt public, donc il y a une objection sur la commission dit je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt public, alors là, c'est le Conseil de l'Union européenne qui vient décider, et le Conseil de l'Union européenne vient donc prendre une décision et donc il y a un vote par majorité simple. Donc tous les pays se mettent, donc c'est le Conseil, ils se mettent d'accord, majorité simple. S'il y a majorité simple pour d'accord, on met en place l'utilisation du fonds, ou on met en place le mécanisme de résolution, ou on se met d'accord si on considère que finalement c'est pas dans l'intérêt du public, la banque disparaît. Et tous ces éléments-là doivent être pris en compte en 24 heures. Donc ça veut dire qu'il faut être très rapide. Et pour être sûr que ça fonctionne, il y a des tests. Donc de temps en temps, on dit tiens, tel point on fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? On met tous les gens autour de la table et on lance des fausses alertes et on regarde qu'est-ce qui se passe, qui appelle qui décide de sauver, qui est d'accord, qui est pas d'accord, juste pour vérifier que ça fonctionne. Ça va? Ça c'est la petite parenthèse. La deuxième petite parenthèse, c'est le fonds. L'objectif du fonds, c'est qu'il a été voté en 2015. Les institutions devaient dire quelle est leur taille, elles commencent à contribuer. Le 30 juin 2016, elles commencent à contribuer. Et l'objectif, c'est qu'elles aient terminé pour 2024. Et elles contribuent en fonction de la taille de l'institution, le risque de l'institution, et puis le total de toutes les institutions de l'université. Ça, c'était ma petite parenthèse rapide. Excusez-moi, oui. Ces informations. Mécanisme de résolution. Donc vous allez sur le site du mécanisme de résolution, vous expliquez comment il fonctionne, à quoi il sert. Ils font des petites vidéos aussi qui sont un peu plus agréables que ça. Donc, nous, on a dit donc l'un des rôles de la banque, c'est de produire de la liquidité. L'autre objectif de la banque, c'est de transformer les maturités. Ça veut dire nos dépôts sont des dépôts de court terme et la banque peut prêter à long terme. Nous, on n'a aucun intérêt à prêter pour une maturité de 20 ans. Ça ne nous intéresse pas en tant que particulier de prêter à 20 ans. Mais la banque, parce qu'elle existe, elle va transformer nos dépôts qui sont journaliers, de maturité journalière,
en un élément de long terme, et donc on dit que les banques participent à la transformation de maturité. Et dernier élément qui n'est pas un élément anecdotique, c'est la gestion du système de paiement. Les institutions financières se chargent de la gestion du système de paiement et de transactions. C'est leur rôle que de s'assurer, par exemple, quand la carte de crédit, quand le banque contact dit est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte, c'est le rôle des banques de répondre rapidement pour dire oui, il y a assez d'argent sur le compte ou non, il n'y a pas assez d'argent sur le compte. Et donc ça, c'est une responsabilité qu'on oublie régulièrement, mais si les institutions financières sont pas là pour dire oui ou non, que vous arrivez, et puis vous mettez votre carte, et puis peut-être que vous allez attendre 10 minutes avant de savoir si vous pouvez payer. En termes d'analyse, on peut regarder donc la différence, on peut regarder les maturités des différents éléments. Donc quand je vous dis qu'il y a une transformation de maturité, on va voir exactement quels sont les différents éléments. Ça, ce sont les actifs et la maturité des actifs. Donc ce que vous avez au-dessus sont les actifs. Évidemment, la maturité des actifs, vous en avez un élément significatif ici, et puis vous en avez un élément significatif à plus de 10 ans. Ça veut dire que vous avez ici les maturités, donc maturité courte et maturité plus longue. Vous avez des actifs qui ont des maturités plus longues. Si vous regardez les passifs, vous avez beaucoup de passifs de court terme, et puis vous avez moins de passifs de long terme. Ça veut dire qu'il y a plus de passifs. Donc la banque est endettée à court terme, en quelque sorte, et elle prête long terme. Elle fait la transformation entre un passif de court terme et un actif de long terme. Donc les différents éléments jaunes, en jaune on a les passifs purs, en orange on a les dépôts, donc les dépôts sont évidemment sans maturité longue, et puis les autres éléments sont des positions. Donc il faut bien avoir en tête que on peut avoir des actifs très longs, supérieurs à 10 ans ou supérieurs à 20 ans, mais qu'on a des financements qui sont très longs. L'autre rôle de la banque, c'est la transformation et l'absorption du risque. La banque vous permet de diversifier. Par exemple, si vous avez un montant fixe, vous ne pouvez prêter qu'à une seule personne. Et donc, parce que la banque est là et qu'elle prête à une multitude de personnes, elle vous offre en fait un placement qui est diversifié. Tout seul, vous ne seriez pas capable de l'atteindre. Et parce que vous mettez votre dépôt dans une institution financière, vous avez une diversification et donc une transformation du risque. Parce que vous passez par une institution financière, vous êtes capable d'avoir des titres à revenu fixe. C'est vous transformez votre risque, ça veut dire que vous auriez dû subir un risque d'évolution des taux d'intérêt, et la banque prend ce risque de taux d'intérêt à votre place, et donc c'est à elle de s'assurer que ce risque est suffisamment bien géré. De la même manière, la banque peut générer des produits particuliers qui sont, par exemple, si vous êtes en cours d'asset pricing, vous allez voir les swaps. Les intermédiaires financiers peuvent permettre de proposer des transformations, des produits spécifiques pour permettre aux différentes institutions de réduire leur risque ou de le partager. La banque améliore l'efficacité des investissements. Ça, c'est très important. Le premier élément, ça c'est l'élément facile, la banque peut sélectionner des emprunteurs et donc elle choisit l'emprunteur le plus efficace. Ça veut dire qu'elle va prendre l'emprunteur qui va leur apporter potentiellement le plus de rendement possible sur ses actifs. Compte tenu du risque sur ses actifs, elle va prendre le meilleur emprunteur. Et donc elle va se spécialiser, ça veut dire que si vous lui donnez 1 euro à la banque, elle va elle l'utiliser le mieux possible dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie, puisque les agents qui vont avoir les meilleures opportunités d'investissement vont être ceux qui vont être financés en premier dans la banque. Donc la banque va permettre aux agents qui ont les meilleures opportunités d'investissement de mettre en place les investissements. Et on va aller du meilleur jusqu'au moins. De la même manière, il va y avoir l'effet qu'on appelle l'effet de pooling. Parce que la banque existe, on peut mettre en œuvre des investissements qui, si la banque n'existait pas, eh bien, il n'y aurait pas d'investissements importants qui sont mis en œuvre. Je vais prendre un exemple. Une centrale nucléaire, ça coûte très cher. Si vous deviez vous mutualiser et trouver des individus pour financer une centrale nucléaire, il vous faudrait un coût de coordination entre les différents agents qui serait très important. Pour limiter cet impact
surcoût très important, vous avez une institution financière qui, elle, va rassembler naturellement un ensemble de clients très important. Il va être capable, via cet effet de pooling, de mise en commun, d'octroyer donc des fonds qui vont être importants. De la même manière, le pooling va vous offrir une diversification. Vous n'investissez pas dans une seule centrale, potentiellement, mais l'accès à une large base de capitaux et les coûts de monitoring. Si chacun d'entre nous, on devait superviser ceux qui sont en train de mettre en œuvre la construction de la centrale, ça nous coûte très cher. Et donc on délègue ce pouvoir de surveillance à l'institution financière. L'institution financière doit avoir un représentant. Et ce représentant qui va surveiller la construction de la centrale, le coût est divisé pour l'ensemble. Et donc c'est une économie d'échelle pour l'ensemble des investisseurs. Et le dernier élément, c'est le fait que la banque offre des services d'intermédiation financière, mais là ça peut être la banque comme d'autres institutions financières peuvent offrir des services d'intermédiation financière, de l'émission de titres ou de la gestion de l'organisation de marché. Ça veut dire que les banques peuvent aussi offrir des opérations d'intermédiation financière directe, mais c'est plus accessible. Les banques, c'est un intermédiaire financier particulier. Je vous avais dit, c'est un intermédiaire financier particulier. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? J'avais donné une appellation, un acronyme IF, une dernière lettre, M, pour institution financière monétaire. Donc attention, les banques, pourquoi on présente les banques à part des autres? C'est que la banque, c'est un intermédiaire financier monétaire. Et monétaire, pourquoi? Parce que les banques créent de la monnaie, toutes les autres institutions financières ne créent pas de monnaie. Donc l'intermédiaire financier monétaire va avoir des risques spécifiques, c'est pour ça qu'on a toutes les questions de course au dépôt, qu'on a parlé de tous les problèmes de risque systémique, c'est parce que si une banque fait faillite, même si donc vous êtes une entreprise qui est saine, vous avez mis vos comptes bancaires dans une institution qui est en difficulté, la banque fait faillite, et bien vous vous retrouvez en difficulté alors même que vous avez choisi une banque qui, a priori, vous paraissait stable. Donc les institutions financières monétaires ont un risque particulier. Si vous avez investi, donc si vous avez une couverture d'assurance dans une société d'assurance particulière, vous êtes censé connaître les risques quand vous avez fait une interaction particulière avec cette compagnie d'assurance. Et si vous perdez tout, c'est bien. Mais pour les banques, c'est un peu particulier. Les autres intermédiaires financiers, donc non monétaires, on a toute une liste. Donc les premiers donc, sont les banques d'affaires, sont des intermédiaires financiers non monétaires. C'est comme ça qu'on les distingue. Les banques d'affaires ou les banques d'investissement sont des intermédiaires financiers non monétaires. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Si c'est un intermédiaire financier non monétaire, il ne crée pas de monnaie. Et donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de déposant. Donc une banque d'affaires ou une banque d'investissement pure, donc un intermédiaire financier non monétaire, banque d'affaires, c'est une institution, il n'y a pas de déposant. S'il y a des déposants, il y a de la création monétaire. Ça va? D'autres institutions financières non monétaires, des fonds de pension, des organismes d'assurance vie, des sociétés de bourse, de gestion de fortune, de courtage, des fonds communs de placement, qui peuvent être y compris des éléments de money market, et il y en a un autre qui n'est pas mentionné ici, les assurances, qui font aussi partie des intermédiaires financiers non monétaires. Ça va? Donc on a vu ici les raisons d'existence des institutions. On a vu donc intermédiation financière directe ou indirecte, ça dépendait coût de transaction, asymétrie d'information, et que l'existence des banques était liée aux raisons économiques qu'on a évoquées, transformation de l'activité, fourniture de liquidité, gestion du risque, spécialisation dans la collecte d'informations et fonction du système de paiement. Donc ça sont les différents éléments qu'on a vus. Maintenant, on va s'intéresser à un élément particulier, on va s'intéresser à la gestion des conflits d'intérêts. Donc nous, l'objectif, c'est que, comme on va essayer de collecter de l'information, le problème qu'il y a, c'est que nos opérateurs financiers vont avoir un gain en termes d'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est j'offre un service
mais parce que je l'offre à plus de monde, les coûts fixes que je subis, je les répartis entre plus de clients. Ça ne pose pas de risque particulier, puisque simplement l'ensemble des coûts sont divisés entre plein de différents... Le problème arrive quand les institutions financières réfléchissent à bénéficier d'économies de gamme. Économie de gamme, c'est quand on offre une gamme de différents produits et qu'on essaye de répartir les coûts sur différents produits. L'exemple, c'est, donc je vais par exemple, donc je suis une banque, je fais une analyse sur une société, par exemple, je fais une analyse sur Peugeot pour octroyer un prêt à Peugeot, et puis je suis en même temps une banque d'affaires et j'émets des obligations pour Peugeot. J'ai fait une fois le travail d'analyse de Peugeot, je le répartis sur deux types de produits. Le produit, je crée des obligations, et le produit, j'octroie un prêt à Peugeot. Donc avec une seule analyse de la société Peugeot, je fournis deux types de produits et je dois répartir les coûts de l'analyse de Peugeot sur ces deux types de produits. Et là, potentiellement, il peut y avoir des conflits d'intérêts dans ce type d'activité, c'est-à-dire quand on offre une gamme de produits, évidemment, la banque peut avoir des intérêts pour un type de produit qui peuvent être différents des intérêts pour un autre type de produit. Pour ceux qui travaillent dans les institutions bancaires, c'est pour ça qu'à l'intérieur des institutions bancaires, parfois on fait ce qu'on appelle les Chinese walls, ça veut dire qu'il y a des activités qu'on n'a pas le droit de parler d'autres activités, pour être sûr qu'on évite le conflit d'intérêts. Ça veut dire des intérêts qui sont différents entre une partie de la banque et une autre partie de la banque. Les exemples classiques de conflit d'intérêts, c'est Goldman Sachs qui est chargé de l'émission de titres Facebook. Donc qui, le jour de l'émission de titres Facebook, Goldman Sachs met les titres en vente sur le marché, et qui le même jour, le département recherche de Goldman Sachs dit qu'il faut vendre. C'est un mauvais investissement. Dans le même temps, on a deux informations contradictoires de deux entités différentes de la banque. Le problème est qu'on ne sait pas quel est l'intérêt qui prime de l'institution, on ne sait pas quelle est la vérité. Parce que d'un côté, la banque nous dit c'est le meilleur titre que vous puissiez avoir, et de l'autre côté, la banque nous dit c'est le pire titre que vous puissiez avoir. Lequel vous croyez, et là du coup, vous avez un problème pour la crédibilité de l'institution. Parce que vous avez des conflits d'intérêts. Quand vous avez des conflits d'intérêts, vous avez une augmentation de la symétrie d'information. Pourquoi? Vous n'avez pas la même information que l'institution financière sur Facebook. Et donc vous n'êtes pas plus capable de juger de la qualité de Facebook. Et comme il y a un problème d'asymétrie d'information, le même mécanisme est toujours à l'œuvre. Vous vous rappelez, si je ne sais pas distinguer des éléments de bonne qualité ou de mauvaise qualité, qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens, le marché s'écroule, ou j'arrête de travailler avec Goldman Sachs, ou ainsi de suite. Donc on a un problème d'asymétrie d'information, et donc l'information qui est distribuée par l'intermédiaire financier peut être de bonne ou de mauvaise qualité. Et si elle est de mauvaise qualité, on arrête de traiter sur base de cette information. Alors il existe plein d'éléments, donc par exemple, les éléments que j'ai évoqués sur Goldman Sachs sur la recherche. Est-ce que certains utilisent la recherche des brokers? Qu'est-ce que c'est la recherche des brokers au quotidien? Donc, si vous, la recherche de Goldman Sachs, qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Ils proposent des titres à acheter ou à vendre. L'objectif des recherches, enfin ça c'est plus pour les analystes, ils font la même chose sur le plan macroéconomique. Ils vous donnent des notes tous les jours pour vous dire ce titre-là il faut l'acheter, ce titre-là il faut le vendre. Le problème de ce type de recherche, c'est que vous ne savez pas, c'est-à-dire Goldman Sachs, eux par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en même temps brokers. Ça veut dire que le nombre de transactions qui sont effectuées sur certains titres, ils gagnent de l'argent. Donc quand ils vous disent ce titre-là, ce serait bien de l'acheter, vous avez un problème, c'est qu'évidemment, eux, ce titre-là, ils en ont plein. Et donc, ils sont prêts à vous les vendre. Et donc, vous ne savez pas s'ils vous disent qu'il faut l'acheter parce que c'est vraiment un conseil ou si c'est parce qu'ils en ont plein. Et donc, vous avez un doute sur la qualité de cette information. Alors, ça, c'est un problème que vous pourriez avoir sur les éléments entre la recherche et l'entreprise qui émet les titres. Donc, l'exemple de Facebook, c'est Goldman Sachs qui est à la fois émetteur de titres Facebook et qui offre une recherche sur Facebook. On pourrait avoir des conflits d'intérêts dans tous les sens. D'ailleurs, moi j'évoquais des opinions contradictoires entre les deux départements de Goldman Sachs, et même quand ils sont d'accord,
Quand tous les deux vous disent qu'il faut acheter, ça ne veut pas dire nécessairement que Facebook est une entreprise de bonne qualité. Ils vous disent ça tout simplement peut-être parce qu'eux, ils en ont plein et que c'est dans leur intérêt de transmettre une information positive sur Facebook. Donc ça, c'est un problème important. À chaque fois qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. Mais si je suis l'État et que si je vous présente ce problème-là, qu'est-ce que je dis? Je vais faire une règle. Et si je fais une règle, est-ce que certains connaissent la règle de MiFID II sur la recherche économique? MiFID II, c'est la directive sur les services aux consommateurs pour le client final. Donc c'est la directive sur les services. MiFID II parce que c'est déjà la deuxième version. Dans MiFID II, il y a une partie sur la recherche économique. Et on dit notamment que la recherche économique doit être dissociée en termes de coûts de l'ensemble des autres structures de l'institution. Donc on doit avoir une politique de recherche économique et les coûts de la recherche économique doivent être très clairs dans l'institution. Pourquoi ça doit être très clair? Parce qu'on va savoir quels sont les coûts de la recherche et quels sont les bénéfices de la recherche. Et quels sont les coûts et les bénéfices pour vous en tant que client. Est-ce que quand j'achète un fonds de Goldman Sachs, est-ce que je paye pour la recherche de Goldman Sachs? Ou est-ce que quand je fais une transaction chez Goldman Sachs, est-ce que je paye pour la recherche? Donc à quel moment je paye pour la recherche? Et donc à quel moment potentiellement il y a un conflit d'intérêts? C'est-à-dire à quel moment on a utilisé la recherche pour prendre la décision. Ça veut dire qu'un gérant de fonds de Goldman Sachs, s'il utilise la recherche de Goldman Sachs, il doit nous la faire payer et il doit justifier pourquoi c'était important pour lui d'avoir la recherche de Goldman Sachs pour prendre ses décisions. Ça veut dire qu'en tant que client, on peut décider que c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Donc MiFID dit, je transmets de l'information supplémentaire au client pour qu'il puisse prendre ses décisions en fonction de la politique de recherche de l'institution. Est-ce que j'attribue à l'un ou est-ce que j'attribue à l'autre la recherche? Pour limiter les conflits d'intérêts. Dans MiFID II, on dit aussi évidemment, on le sépare, ça doit être des activités indépendantes. Donc, évidemment, on voyait bien l'intérêt des synergies de faire de la recherche en même temps que d'offrir d'autres services. Ça veut dire que ça nous coûtait moins cher. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on utilisait la recherche de Goldman Sachs, ça nous coûtait moins cher, puisque une partie des autres activités de l'entreprise payaient pour la recherche de Goldman Sachs. Aujourd'hui, la recherche est devenue plus chère. Plus cher, ça veut dire réduction des coûts, enfin augmentation des coûts de transaction. Mais on a limité les conflits d'intérêts. Donc il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on met une réglementation, l'avantage, on limite le conflit d'intérêts, l'inconvénient, on augmente les coûts de transaction. Plus on va mettre des réglementations qui vont être fortes, plus on va augmenter les coûts de transaction. Mais en même temps, plus on va être capable de gérer des problèmes d'asymétrie d'information. Et si on raisonne sur ce que j'ai évoqué il y a 5 minutes, si on augmente les coûts de transaction, ça veut dire qu'il y a des gens qui pouvaient faire des investissements, et parce que les coûts de transaction vont être plus importants, ben on ne va pas mettre en place des investissements. Augmenter les coûts de transaction, ça va avoir un effet négatif sur l'économie. Mais en même temps, mieux réguler les problèmes de conflit d'intérêts, ça va être un avantage. Donc il faut faire la part des choses. Donc ça, c'est un élément des conflits d'intérêts, donc c'est le problème de la recherche par rapport à l'émission des titres. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans quel autre type d'entreprise on a des problèmes de conflits d'intérêts? Si vous devez lister des endroits où il y a des conflits d'intérêts en finance, qu'est-ce qui vous vient en tête? Les banques qui vendent des produits financiers. Alors quel est le type de conflit d'intérêt que vous avez en tête? Dire que le produit est rentable. Donc la banque va effectivement vous induire, donc va par exemple vous pousser à acheter des produits financiers en vous disant que ce sont les meilleurs produits financiers, mais comme elle les vend, alors vous avez un problème de conflit d'intérêt. Ça veut dire, comment on fait pour limiter ça? On met une réglementation en place et on dit que la publicité sur les fonds doit être standard et qu'on doit vous avertir que
de manière très claire que c'est la banque qui propose elle-même son propre produit. Et que vous avez la possibilité d'acheter d'autres types de produits. C'est obligatoire maintenant. Donc dans MiFID, vous avez une réglementation particulière et vous avez une réglementation toute nouvelle. Je fais la liste, mais... Donc la réglementation qui s'appelle PRIPS, elle définit la manière dont les prospectus doivent être faits. Donc PRIPS, je n'ai plus en tête la totalité de l'acronyme, mais PRIPS, c'est par exemple, quand votre banquier vous propose un fonds, il y a une taille de caractère qui doit être respectée. Donc par exemple, on ne doit pas mettre en beaucoup plus gros le fait que vous allez avoir un rendement très très important, et en tout petit le fait que, attention, c'est très risqué. Donc maintenant, il y a une réglementation très stricte qui définit ce qu'on peut mettre sur une publicité financière et qui définit la taille des caractères, c'est d'ailleurs pas très sympa pour les gens du marketing, qui définit la taille des caractères de l'ensemble des différents éléments qui sont sur les prospectus de publicité des fonds. Donc on identifie potentiellement un problème, comment on vend un fonds à un client, comment on est sûr que le client est bien informé. Et bien pour limiter le problème et les potentiels conflits d'intérêts, on fait une réglementation nouvelle qui impose une communication standardisée pour la publicité des fonds. Mais qui évidemment vient avec tout un tas de coûts, puisque c'est difficile d'aller lire la réglementation pour savoir comment on fait, donc qui potentiellement peut augmenter les transactions. Quel autre type de conflit d'intérêt on peut avoir? Qui est un conflit d'intérêt important dans la crise financière? Les agences de notation. Elles sont payées en fonction, donc quand elles mettent une note, elles sont payées. Lehman Brothers, à chaque fois qu'ils faisaient un produit structuré, donc les produits titrisés, ils demandaient une note. Donc plus Lehman Brothers faisait de produits titrisés, plus ils demandaient de notes. Ça veut dire que si à chaque fois qu'il met un produit titrisé, il met une bonne note, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez Lehman Brothers et qu'ils vous demandent une note pour eux? Comme ils sont clients pour 200 produits, pour leur note à eux, vous leur mettez une bonne note. Et donc potentiellement vous avez un problème de conflit d'intérêt. Et le conflit d'intérêt peut être lié au fait qu'on paye pour avoir sa note. Il y a un deuxième élément sur le conflit d'intérêt, c'est que ces agences de notation, elles offrent aussi des conseils. Donc elles donnent un conseil pour avoir la meilleure note possible. Donc je vous vends le conseil pour avoir la meilleure note possible, ensuite je vous mets une note. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, je ne vous analyse qu'une fois. Donc le service de conseil et le service de note est moins cher que si vous preniez les deux séparément. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous pourriez avoir une agence de notation qui ne donne pas une note fidèle parce que la note dépend de est-ce que j'ai pris un conseil ou pas. Un autre élément aussi qui peut être lié, c'est que les agences de notation, donc elles peuvent mettre une note si on les paye, mais elles peuvent aussi mettre une note parce qu'elles ont envie de mettre une note. Je vais prendre un exemple. Les États-Unis ne payent pas pour avoir une note. Est-ce que Standard & Poor's s'abstient de mettre une note aux États-Unis alors que les États-Unis ne payent pas? Non. Et ça veut dire aussi qu'une entreprise petite au coin de la rue, Standard & Poor's peut décider de lui mettre une note. Et à votre avis, s'ils ne payent pas, qu'est-ce que j'ai intérêt à leur mettre comme note? Ben, pas une bonne note. C'est pas un de mes clients, j'ai pas intérêt à lui mettre une bonne note. Et donc dans les entreprises, la recherche scientifique a montré que les entreprises qui ne payaient pas avaient tendance à recevoir de mauvaises notes des agences de notation, et qu'elles recevaient, et que les entreprises qui payaient avaient de meilleures notes. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une réglementation, et on oblige maintenant toutes les institutions à publier la totalité de leur méthode, donc comment elles notent, sans donner tous les détails, mais dire à peu près comment elles notent. Et le régulateur, lui, il a le droit d'avoir tous les détails. Et en plus, on demande à l'agence de notation de mettre en gros sur la note qu'elle met si
la personne a payé ou si elle n'a pas payé. Comme ça, on distingue les notes payantes des notes pas payantes. Donc quand on a les États-Unis, on met notes pas payantes. Oui? Ça peut arriver. L'exemple, c'est Standard & Poor's qui note les États-Unis. Standard & Poor's note les États-Unis parce qu'ils pensent que tous leurs clients s'attendent à avoir une note pour les États-Unis. Et les clients, en fait, les clients de Standard & Poor's, il y a deux types de clients Standard & Poor's. La grosse partie des revenus de Standard & Poor's sont ceux qui veulent une note. Et qui veulent une note pour eux-mêmes. Donc Renault qui veut une note, Peugeot qui veut une note, l'État belge qui veut une note, il va vers Standard & Poor's, il fait un chèque, il a une note. Ça, c'est le gros des revenus. Alors après, Standard & Poor's peut mettre, comme ils ont une base de données avec toutes les notes et toutes les informations sur les entreprises, on peut payer un abonnement pour voir les notes. Ça veut dire on paye un tout petit abonnement et on peut voir les notes de Standard & Poor's pour tout un tas de gens. Évidemment, là, il y a une petite rémunération et là, Standard & Poor's peut avoir pour ces clients-là intérêt à aller noter des entreprises qui peuvent potentiellement les intéresser. Mais ils ne le font pas toujours. C'est eux qui choisissent s'ils mettent une note, c'est très discrétionnaire. Alors, un élément qui est aussi à prendre en compte dans ces histoires de notes payées ou de notes pas payées, c'est que du coup, ce que font les agences, c'est qu'elles disent quand on paye, on est obligé d'avoir des rendez-vous avec Standard & Poor's. Je suis une entreprise, je paye. Et ça veut dire que je vais avoir peut-être, si je suis dirigeant d'entreprise, je vais avoir 3 rendez-vous avec Standard & Poor's. Donc Standard & Poor's va me mettre une première note, et puis je vais pouvoir discuter avec Standard & Poor's. Et je vais leur dire, par exemple, vous savez, j'ai quand même des super projets en route, vraiment mon évaluation financière devrait être mieux. Et donc en théorie, ce que dit Standard & Poor's, c'est que quand on paye, on a une information qui est plus juste, parce qu'il y a tout un tas d'informations que je ne peux pas prendre en compte si je n'ai pas eu cette interaction avec les dirigeants de la société. C'est la même chose pour les États. Il y a l'État qui paye, il a un rendez-vous avec Standard & Poor's, l'État qui ne paye pas, il n'a pas de rendez-vous avec Standard & Poor's. Donc, le gouvernement qui paye, eh bien, il peut aller voir Standard & Poor's et lui dire, vous savez, j'ai quand même une politique budgétaire qui est très saine, mes réformes que je suis en train de mettre en place, elles vont m'apporter un gros taux de croissance l'année prochaine, et donc j'espère que j'aurai une meilleure note. Oui. Alors, ce que doivent faire les agences de notation, c'est qu'elles doivent remettre publiquement aux autorités la manière dont elles notent. Et donc elles doivent dire pour ce type de titre, donc le régulateur européen, quel est le régulateur européen des marchés financiers? ESMA. Donc le régulateur européen ESMA est le responsable de la réglementation des agences de notation. Les agences de notation doivent donner à ESMA la manière dont elles notent l'ensemble des institutions dans tous les pays. Ils doivent fournir tout un tas d'informations. Par exemple, ils doivent fournir l'information du nombre de gens qui ont changé de catégorie. Donc quelle est la probabilité quand on est dans une catégorie de tomber dans cette catégorie, dans telle autre catégorie, et ainsi de suite. Donc ils doivent fournir ce qu'on appelle la matrice de transition. Et donc ils doivent fournir à l'autorité des marchés l'ensemble des transitions possibles, probables, d'une catégorie à l'autre. Donc ça, ce sont des éléments. Et après, je vais vous répondre par rapport aux institutions publiques. Enfin, c'est lié à... Donc moi, je fais aussi de la recherche scientifique à côté, et je travaille là-dessus notamment. Donc sur le fait que les États... En fait, les États qui payent ont une moins bonne note que ceux qui ne payent pas. Donc vous avez intérêt à ne pas payer, vous aurez une meilleure note. Et vous avez trouvé une corrélation? Donc le résultat, c'est, si vous ne payez pas, vous avez une meilleure note. Alors, pourquoi? Alors, bon, déjà, le problème, c'est qu'évidemment, vous voulez être un État qui reçoit une note sans la vouloir demander.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, évidemment, vous avez envie d'être l'État qui ne paye pas, qui reçoit une bonne note. Et le problème, c'est que c'est l'agence de notation qui choisit de mettre une note ou de pas mettre une note. Et donc, vous pourriez, par exemple, vous retrouver sans note, alors même que vous ne payez pas, mais vous ne payez pas de note, alors du coup, c'est un peu embêtant. Non. Enfin, non. Tous les États sont notés, mais tous ne payent pas. Et tous ne payent pas toutes les agences. Et donc, ce qui se passe, c'est que les agences vont donc, enfin, on montre que ceux qui ne payent pas, ils ont une meilleure note. À votre avis, quel pourrait être l'argument qui justifie que je mets une meilleure note à celui qui ne paye pas? Et j'ai un... Donc, non, celui qui ne paye pas, il a une meilleure note. Pour les États. C'est-à-dire pour les entreprises, j'ai évoqué le cas de la petite entreprise qui ne paye pas. Donc pour les entreprises, une mauvaise entreprise, enfin une entreprise, qu'elle soit bonne ou pas bonne, elle ne paye pas, elle a une mauvaise note. Par rapport aux autres entreprises, donc on prend deux entreprises qui ont les mêmes qualités, celle qui ne paye pas, elle a une mauvaise note. Pour les États, deux États qui ont les mêmes qualités, celui qui ne paye pas, il a une meilleure note. C'est le nombre d'entreprises qui payent ou ça ne paye pas? Non. Alors, deux États qui ont les mêmes qualités. Deux États qui ont les mêmes qualités, celui qui ne paye pas, il a une meilleure note. Quelle est la différence entre celui qui paye et celui qui ne paye pas? Celui qui paye a besoin d'une bonne réputation. Non. Qu'est-ce qu'il a le droit en plus, celui qui paye? Il a un rendez-vous. Celui qui paye, donc celui qui paye Standard & Poor's, il a un rendez-vous avec Standard & Poor's. Donc si on imagine Standard & Poor's, quand ils notent un État qui n'a pas payé, ils ont une petite feuille comme ça. Et quand ils voient un État qui a payé, ils ont un gros dossier comme ça. Ça veut dire que s'ils se trompent, si Standard & Poor's se trompe, ils pourront dire, j'avais qu'une petite feuille. S'ils se trompent sur un État qui leur a donné toute l'information, ils ne peuvent pas dire je me suis trompé. Donc pour eux, le coût de réputation, il est plus fort quand ils ont toute l'information que quand ils n'ont pas l'information. Et donc le problème de Standard & Poor's, le pire risque pour Standard & Poor's, c'est que je mets une bonne note à une institution qui fait faillite. Je termine l'argumentation. Donc je mets une bonne note à une institution qui fait faillite. Ça, c'est pas, ça en termes de publicité, c'est vraiment pas très bien. Si c'est une toute petite entreprise, personne ne le saura. Donc c'est pas grave, une entreprise toute petite à qui je mets une bonne note et elle tombe, c'est pas grave. Mais alors quand c'est un État, je mets une bonne note à la Grèce, et la Grèce tombe, le coût de réputation c'est une catastrophe. C'est ce qui est arrivé, la Grèce avait une bonne note, et puis la Grèce payait des conseils pour avoir des bonnes notes, donc la Grèce avait des bonnes notes. Et alors le coût de réputation pour Standard & Poor's, tout le monde en Europe sait que Standard & Poor's a mis une bonne note à la Grèce alors qu'ils font faillite. Tout le monde sait que Standard & Poor's a mis une bonne note à Lehman Brothers alors qu'ils ont fait faillite. Alors des entreprises qui ont des bonnes notes et qui font faillite, chez Standard & Poor's, il y en a plein. Mais les petites, personne ne le sait, c'est pas grave. Mais alors les États, tout le monde le sait, donc c'est un gros coût de réputation. Et donc parce que le coût de réputation pour Standard & Poor's est plus grand, je vais faire plus attention quand je mets une note. Si j'ai le choix entre monter ou pas monter, je préfère pas monter. Parce que si j'ai tort, c'est plus que. Oui. Comment ça se fait qu'il y a encore des entités des États qui demandent à Standard & Poor's de lever avec la Parce qu'il y a des États qui en ont besoin. À chaque fois que l'État veut mettre des titres, il les met sur un marché. Et la question c'est qui peut acheter ces titres? Si vous êtes un énorme État, et que vous êtes notamment l'État le plus puissant de la planète, vous êtes les États-Unis, vous dites à toutes les agences de notation, c'est pas grave, ne me notez pas, de toute façon j'ai des investisseurs qui vont courir pour acheter ma dette. Si les investisseurs courent pour racheter la dette, les agences de notation vont mettre une note quand même, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas mettre une note sur les États-Unis. Et si vous êtes une toute petite institution, un tout petit État sur la planète, alors là, le problème que vous avez, c'est que si vous devez, par exemple, vous êtes obligé que les fonds de pension de votre petit pays achètent vos obligations, alors vous êtes obligé de mettre une note. Et donc, la taille ou la réputation de l'institution va jouer. Donc si vous êtes très connu, donc imaginons, je vais prendre l'exemple parce que vous travaillez là, si la fédération Wallonie-Bruxelles était très connue, eh bien elle pourrait dire à l'agence de notation, c'est pas grave si je ne paye pas.
Mais comme les fonds européens, qui sont les plus probables investisseurs pour ce type de titres, eux, ils ont besoin de prouver qu'ils achètent des titres sans risque. Donc, ils sont obligés de prouver qu'ils ont pris un rating d'un certain niveau. Donc, les institutions belges doivent payer pour avoir ça. Mais après, elles font leur shopping. Donc, ça veut dire qu'elles demandent à Standard & Poor's, à Moody's ou à Fitch de savoir lequel fait le meilleur prix pour la note. Et lequel met la meilleure note. Oui. Dans le cas des États, ce ne serait pas peut-être simplement lié au fait que, vu qu'ils ont le détail de l'information, ils ont tout le détail sur ce qui est bien, mais également le détail sur ce qui est moins bien. Je dis s'il y a deux États qui sont identiques. Mais justement, Parce que les effets, effectivement, la question n'est pas sur la... Justement, l'objectif de la recherche scientifique est d'essayer de corriger pour tous des éventuels effets extérieurs. C'est-à-dire deux États qui seraient exactement les mêmes. Il y en a un qui a... Enfin, celui qui ne paye pas, il a une meilleure note. Exactement les mêmes. Exactement les mêmes. C'est-à-dire, enfin, c'est avec toutes les corrections statistiques qu'on met en place pour essayer de vérifier que c'est avec des pourcentages d'erreurs qui sont très faibles. Mais deux entreprises qui sont exactement les mêmes, celle qui paye, elle a une meilleure note que celle qui paye pas. Donc, différents éléments sur les conflits d'intérêts. Et donc, l'agence peut choisir en fonction de différents critères. Donc, par exemple, si elle a aidé à fabriquer le produit, si elle a donné des conseils, mettre une bonne note ou pas mettre une bonne note. On s'arrête là pour cette partie, on fait une petite pause et on reprend juste après.